Napoléon Bonaparte. Un nom qui fait frissonner l'histoire. Un homme capable de changer la carte d'un continent à la seule force de sa volonté. Pour certains, il fut un tyran. Pour d'autres, un génie visionnaire. Il est né dans l'ombre des montagnes corses et il a fini sa vie sur un rocher perdu au milieu de l'Atlantique. Voici son histoire, racontée dans toute sa grandeur et sa déchéance. Tout commence un 15 août 1769 à Ajaccio, sur l'île de Corse. Napoléon di Bonaparte vient au monde dans une maison modeste, au sein d'une famille de petite noblesse corse, récemment soumise à la France. À peine quelques mois plus tôt, la République de Gênes avait cédé l'île à Louis XV. La Corse bouillonnait encore de révolte, et Napoléon naît dans cette atmosphère de défiance, de fierté et de résistance. Son père, Carlo Bonaparte, un homme ambitieux et rusé, comprend vite qu'il faut jouer le jeu français pour gravir les échelons. Grâce à ses relations et à la récente annexion, il obtient une bourse pour envoyer son fils en métropole. C'est ainsi que, dès l'âge de 9 ans, le jeune Napoléon quitte son île natale pour intégrer l'école militaire de Brienne. À Brienne, il est un élève studieux, réservé, souvent moqué pour son accent corse et son statut d'étranger. Mais il compense par une discipline de fer, une mémoire exceptionnelle et une fascination dévorante pour les héros antiques. Il lit Plutarque, César, Alexandre le Grand. Il étudie les tactiques, les sièges, les batailles. Il ne joue pas à la guerre, il l'analyse, il la dissèque, il la respire. À 16 ans, il devient sous-lieutenant dans l'artillerie. Puis, en 1789, la Révolution éclate. Alors que la monarchie chancelle, les privilèges s'effondrent et que l'ordre ancien est balayé, Napoléon voit s'ouvrir devant lui un champ infini de possibilités. Dans le chaos, les talents peuvent émerger et les ambitieux comme lui y trouvent leur place. En 1793, à Toulon, il a sa première occasion de briller. La ville est aux mains des royalistes et des Anglais. Napoléon propose une stratégie audacieuse. Prendre les collines qui surplombent le port et bombarder la flotte ennemie. En quelques jours, il force les Anglais à la retraite. Cette victoire fulgurante fait de lui un général à seulement 24 ans. C'est un tournant. À Paris, il attire l'attention des hommes forts du régime. En 1795, lors d'une insurrection royaliste dans la capitale, on fait appel à lui. Il mate la révolte en quelques heures avec une brutalité froide au canon. Ce jour-là, on dira qu'il a sauvé la République. Mais plus encore, il s'est imposé comme un homme providentiel. C'est aussi pendant cette période qu'il rencontre Joséphine de Beauharnais. Elle est veuve, mère de 2 enfants, plus âgée que lui, mais d'une élégance magnétique. Napoléon tombe éperdument amoureux. Il l'épouse en 1796, peu avant de partir commander l'armée d'Italie. Cette campagne sera sa consécration. Face aux armées autrichiennes, il renverse la logique militaire du temps. Il se déplace vite, frappe fort, divise pour régner. À Lodi, à Arcole, à Rivoli, il humilie les puissances traditionnelles de l'Europe. Il dicte ses conditions, signe le traité de Campo Formio et revient à Paris en héros absolu. Le peuple acclame son nom. Les journaux, qu'il finance lui-même, construisent déjà sa légende. Mais Napoléon ne se satisfait pas de la gloire militaire. Il veut inscrire son nom dans l'histoire universelle. En 1798, il se lance dans une expédition en Égypte. L'objectif officiel est de couper la route des Indes aux Britanniques. L'objectif réel, frapper un coup spectaculaire. Il emporte avec lui non seulement des soldats,
mais aussi des scientifiques, des ingénieurs, des artistes. C'est une expédition à la fois militaire et intellectuelle. À la bataille des Pyramides, il bat les Mamelouks et s'empare du Caire. Devant ses troupes, il lance une phrase qui restera célèbre. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Mais très vite, la situation se dégrade. La flotte française est détruite à Aboukir par l'amiral Nelson. L'armée est isolée. Des révoltes éclatent. L'expédition devient un bourbier. Pourtant, les découvertes faites par les savants, dont la fameuse pierre de Rosette, marqueront durablement l'histoire. Pendant ce temps, en France, le directoire vacille. L'économie est en crise, la corruption règne et le peuple est las. Napoléon, informé de la situation, décide de rentrer en France en secret. Il débarque à Fréjus à l'automne 1799. En quelques semaines, il manœuvre, convainc, intimide. Le 18 Brumaire, il renverse le pouvoir en place avec l'aide de son frère Lucien. Il devient premier consul, puis consul à vie. En réalité, il est déjà le maître absolu. Il s'emploie alors à stabiliser la France, à restaurer l'ordre et à moderniser l'État. Il fonde la Banque de France, le Conseil d'État, les préfets, les lycées. Il rédige le Code civil qui, aujourd'hui encore, forme la base du droit français. Il signe un concordat avec le pape Pie VII, réconcilie l'Église et la République et pacifie les campagnes. Il rétablit la Légion d'honneur, symbole de mérite plus que de naissance. La France respire, l'ordre revient, et avec lui, une nouvelle ambition. En 1804, à Notre-Dame de Paris, il se fait couronner empereur. Mais dans un geste spectaculaire, il prend lui-même la couronne des mains du pape et se la pose sur la tête. Le message est clair. Son pouvoir ne vient de personne d'autre que de lui-même. À présent empereur, Napoléon se rêve en César moderne. Il veut construire un empire qui rayonne sur toute l'Europe, qui impose l'ordre, la loi, la modernité, mais surtout sa domination. Il réforme, il centralise, il contrôle. Tout passe par lui. Il ne délègue rien. Il dicte les stratégies, surveille les ministres, édicte les lois. C'est un monarque absolu, mais issu de la Révolution. Très vite, les tensions reprennent avec les puissances européennes, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie. Tous voient d'un mauvais œil cette France qui s'étend, qui exporte ses idées et qui met à mal les équilibres ancestraux. En 1805, la guerre est inévitable. La troisième coalition se forme. Mais Napoléon frappe le premier. Il traverse le Rhin, fonce en Allemagne et écrase les Autrichiens à Ulm. Puis vient la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. En quelques heures, il anéantit les forces russes et autrichiennes. L'empereur brille au sommet de son art. Il a anticipé chaque mouvement, feinté, attiré, puis frappé au moment parfait. Austerlitz devient le modèle de la guerre napoléonienne. Vitesse, surprise, audace. Mais cette victoire attise encore davantage la haine de ses ennemis. En 1806, il bat les Prussiens à Jena et Auerstedt, puis s'enfonce vers l'est pour affronter les Russes. À Eylau, la bataille est sanglante, incertaine, glaciale. Mais à Friedland, il finit par imposer sa loi. Il rencontre alors le tsar Alexandre Ier sur un radeau au milieu du Niémen et signe avec lui le traité de Tilsit. L'Europe centrale est sous contrôle. À ce moment, Napoléon domine presque tout le continent. Il place ses frères et alliés sur les trônes d'Espagne, d'Italie, de Hollande, de Naples. Il crée la Confédération du Rhin, démantèle l'Empire romain germanique, impose le blocus continental pour asphyxier l'Angleterre.
Mais plus il s'étend, plus il crée des ennemis. Plus il contrôle, plus les peuples se révoltent. En Espagne, en 1808, il remplace le roi par son frère Joseph. C'est une erreur. Le peuple espagnol se soulève. La guerre devient une guérilla. Les Anglais débarquent pour soutenir la résistance. C'est là que la machine commence à se gripper. Les troupes s'épuisent, les pertes s'accumulent. Le mythe d'invincibilité se fissure. Pendant ce temps, Napoléon ne parvient pas à avoir d'héritier avec Joséphine. Malgré leur amour tumultueux, il la répudie en 1810 et épouse Marie-Louise d'Autriche, nièce de Marie-Antoinette. Par ce mariage, il espère asseoir sa légitimité dynastique et faire la paix avec les Habsbourg. En 1811, un fils naît, surnommé le roi de Rome. Pour Napoléon, c'est l'accomplissement suprême. Il s'est élevé du rang d'enfant corse à celui de fondateur d'une dynastie impériale. Mais l'équilibre est fragile. Le tsar Alexandre, inquiet du blocus continental et des ambitions françaises, rompt l'alliance. Napoléon décide alors d'envahir la Russie en 1812. C'est la plus grande armée jamais rassemblée. Plus de 600 000 hommes venus de tout l'Empire. Il entre à Moscou après de longs mois de marche. Mais la ville est vide et incendiée. L'hiver approche. L'armée n'a ni vivres ni abri. Le froid, les maladies, les attaques russes. Tout se retourne contre lui. La retraite devient un cauchemar. À peine 100 000 hommes survivent. L'Europe sent le moment venu. Les ennemis se coalisent à nouveau. En 1813, à Leipzig, la bataille des nations fait rage. Napoléon est défait. Les armées ennemies envahissent la France. En mars 1814, Paris est prise. Napoléon abdique. On lui accorde l'île d'Elbe comme souverain exilé. Il y part, isolé, mais toujours obsédé par son destin. Là, sur cette petite île méditerranéenne, il gouverne encore, réforme, organise, rêve d'un retour. Car en France, Louis XVIII, revenu au pouvoir, est perçu comme faible, éloigné du peuple. Napoléon sent le vent tourner. Le 1er mars 1815, il débarque en France avec quelques centaines d'hommes. À chaque ville, les soldats royaux se rallient à lui. Sans tirer un coup de feu, il regagne Paris. C'est le début des 100 jours. Mais l'Europe ne tolère pas ce retour. Les monarchies s'unissent une dernière fois. Napoléon tente une nouvelle campagne. Le 18 juin 1815, à Waterloo, il affronte les Anglais et les Prussiens. La bataille est acharnée, mais la pluie, les retards, les erreurs, tout le condamne. C'est une défaite décisive. Il abdique à nouveau, cette fois sans retour possible. Il se rend aux Anglais, pensant obtenir un asile honorable. Mais ils le condamnent à l'exil sur l'île de Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de l'Europe. Sainte-Hélène, un rocher battu par les vents, perdu au milieu de l'océan Atlantique. À des milliers de kilomètres de la France, des champs de bataille et de l'histoire qu'il a forgée. C'est là que Napoléon Bonaparte est envoyé, loin de tout, loin de tous. Le voyage dure plus de 2 mois. À bord du navire britannique qui l'emmène, il reste digne, impassible, mais en lui, une tempête gronde. L'homme qui a défié toute l'Europe, qui a couronné des rois et redessiné des empires, est désormais prisonnier, surveillé par quelques officiers anglais et isolé du monde. À son arrivée, il découvre une île hostile, couverte de roches volcaniques, de buissons secs et d'un ciel souvent gris. Le climat est humide, capricieux, pesant. L'air est lourd de silence. Il s'installe à Longwood House, une demeure inconfortable, humide, sujette aux courants d'air. Autour de lui, quelques fidèles.
Bertrand, Montholon, Gourgaud, Las Cases. Des hommes qui ont choisi de le suivre jusqu'au bout, par loyauté, par admiration ou par devoir. Ensemble, ils forment une petite cour impériale en exil. On l'appelle encore Sire, Majesté, mais les dorures ont disparu. Il n'y a plus de palais, plus d'armée, plus de bataille, juste le souvenir. Les Anglais, sous les ordres du gouverneur Hudson Lowe, le surveillent avec zèle. Lowe déteste Napoléon. Il le traite avec froideur, multiplie les restrictions, limite les lettres, les visites, les livres. Napoléon, lui, le méprise. Il se sent humilié, traité comme un criminel. L'orgueil blessé, il entre peu à peu dans une vie d'isolement, de promenade, de réflexion. Durant ses premiers mois d'exil, il dicte ses mémoires à ses compagnons. Il raconte ses campagnes, ses réformes, ses décisions. Il justifie ses choix, corrige les récits, construit sa propre légende. Il veut laisser une trace, un récit, une vérité, car il sait que l'histoire, un jour, le jugera, et il veut être celui qui pose les mots. Mais les jours sont longs, les promenades se répètent, les tensions avec les Anglais s'accumulent. Il lit beaucoup, Plutarque, Tacite, Homère. Il relit les textes qu'il aimait enfant. Il repense à César, à Alexandre. Il compare sa chute à la leur. Il se voit déjà comme un personnage antique, tragique, victime de la fatalité. Loin d'être brisé, il se rêve éternel. Pourtant, son corps, lui, commence à décliner. Il souffre de douleurs à l'estomac, de nausées, de fatigue. Il maigrit. Certains jours, il ne peut plus sortir. Les médecins hésitent, tâtonnent, diagnostiquent sans certitude. Napoléon soupçonne un empoisonnement. D'autres parlent d'un cancer, comme celui qui a emporté son père. Les nuits deviennent plus dures. Il dort peu. Il écrit moins. Il parle à voix basse. Le 5 mai 1821, après plusieurs jours d'agonie, Napoléon Bonaparte meurt à l'âge de 51 ans. Autour de lui, le silence. Pas de cloche, pas de cortège, pas de drapeau. Juste quelques compagnons en larmes et le vent qui souffle sur Longwood. Avant de mourir, il aurait murmuré « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». Son corps est enseveli dans la vallée du Géranium, sous une simple pierre, sans nom. Les Anglais ont refusé qu'on écrive « Napoléon, empereur des Français ». Sur sa tombe, rien d'autre qu'un bloc de pierre. Mais dans les cœurs de ses fidèles, son nom résonne encore. Pendant des années, il reste là, sur cette île oubliée. Puis, en 1840, à la demande de Louis-Philippe, ses cendres sont rapatriées en France. Sur la Seine, à Paris, une foule immense l'attend. Des anciens soldats pleurent, les jeunes acclament, l'empereur revient. Son cercueil est déposé aux Invalides, dans un tombeau monumental, au cœur de la capitale qu'il a tant transformée. Napoléon est mort, mais sa légende, elle, commence à vivre. Il inspire des générations d'hommes politiques, de stratèges, de rêveurs. Certains le voient comme un tyran, un dictateur qui a trahi la Révolution. D'autres comme un génie qui a apporté la loi, la modernité, l'égalité des carrières. Il reste un mystère, un paradoxe, à la fois éclairé et autoritaire, visionnaire et dominateur, conquérant et réformateur. Aujourd'hui encore, son nom divise, mais il fascine. Partout dans le monde, on étudie ses batailles, ses lois, ses discours. Il a changé le cours de l'histoire. Il est né sur une île, il a régné sur l'Europe, et il est mort sur un rocher. Mais il a laissé derrière lui un empire, non pas de terre, mais de mémoire.